Bonsoir et bonjour à nos amis du Canada et des Antilles et bienvenue dans ce live spécial dédié aux violences policières et au racisme. Alors pourquoi ce live? Il y a quelques jours, nous avons publié une vidéo dans laquelle Swami a abordé le sujet des violences policières et du racisme et du lien entre les deux. Et cela a suscité beaucoup d'émotions, de questions et aussi de réactions. Et il a souhaité en fait revenir sur ce sujet pour l'aborder en profondeur, calmement, posément, et pour répondre aussi à des questions et clarifier un certain nombre de points qui sont vraiment importants. Et dans un cheminement spirituel aussi, vous allez comprendre le lien qui permettent de développer un certain nombre de qualités. Namasté Swami. Namaste Wanda. On se retrouve donc pour approfondir ce sujet qui a suscité beaucoup d'émoi, Oui. beaucoup de réactions. Oui. Et qui a même été on t'a fait le reproche de manquer de partialité, ce qui est assez rare puisque tu abordes les choses toujours avec beaucoup de paix, de bienveillance. Et des personnes, il leur ont semblé en tout cas que tu manquais de partialité sur ce sujet-là parce que c'est un sujet sensible. Donc je pense qu'il y a des questions autour de cela qui méritent d'être clarifiées. Oui, bien sûr, comme tu l'as dit, ça a suscité beaucoup de réactions. Bon, j'ai l'habitude, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est bien de clarifier tout ça. La première chose, c'est en fait savoir à partir de qui nous parle, en l'occurrence. Ça fait plus de 25 ans, ça va faire 30 ans que j'ai vécu ce processus d'éveil. À partir de là, il y a eu un avant et un après. Ce qui veut dire que quand notre conscience s'éveille, c'est pas une prise de conscience, c'est pas réaliser quelque chose brusquement, c'est pas un phénomène juste d'expansion de conscience. C'est faire l'expérience claire de ce que nous sommes en tant qu'être spirituel. Éveiller sa conscience, celle-ci se manifeste. Depuis lors, je ne suis identifié à rien, enfin, personne. Je ne suis pas identifié à ce corps, à ce nom, à telle nationalité, à ceci. C'est quelque chose qui n'existe pas en moi, qui n'existe plus. Donc, ça n'a pas de sens pour moi d'être partial, de défendre, ça n'a pas de sens. Voilà, maintenant je parle librement des choses. Et je vais en parler librement, mais d'une façon dépassionnée. Je n'ai pas de problème avec ça. Oui. Mais en même temps, si on n'en parle pas, on ne règle pas le problème. Et cette partialité, comme tu dis, de personnes, ça fait réagir et te dire oui, mais il n'y a pas que voilà, ces personnes-là, les policiers subissent, etc. Bien sûr, mais le sujet, c'est de savoir, est-ce que cette discrimination existe? Est-ce qu'elle a un fondement aussi de racisme? C'est ça qui est la question. Et ensuite, à partir de là, s'interroger pourquoi, tout simplement. Mais se poser la question, c'est pas un parti pris. Oui, et puis ce n'est pas parce qu'on a vécu l'éveil de sa conscience qu'on n'a pas d'avis sur quoi que ce soit, sur des sujets qui sont importants, des sujets de société, de la société dans laquelle on vit et qui nous concernent tous. Et donc on peut avoir un point de vue, sans doute, qui est moins partisan, mais qui n'est pas moins lucide sur ce qui se passe. Alors, j'en veux pour preuve que ça fait, tu es bien placé pour le savoir, parce que 30 ans que je me bats pour le droit des femmes. Je suis un féministe convaincu. Beaucoup de personnes me le reprochent depuis très longtemps. À ce que je sache, je ne suis pas dans un corps de femme. Donc, et ça fait bien longtemps, et je me bats bien plus que beaucoup de femmes, en réalité. Tu le sais aussi. J'ai été insultée tellement de fois. Et tu le sais bien, à l'époque où on ne voyait même pas encore, on n'avait pas dans les réseaux sociaux le visuel et tout. Et quand je signe à Médée, les gens voyaient et eux, ils croyaient que j'étais une femme. Donc je sais ce que c'est. Ils me disaient, retourne de ta cuisine, retourne de tes casseroles. J'ai eu tellement d'insultes, étais bien placé pour le savoir. Et alors? Et jusqu'alors, je suis engagé dans ce combat parce que, je le répète tout le temps, les problèmes du monde sont liés notamment
à ce déséquilibre du masculin et du féminin. Et pourtant, je suis bien dans un corps d'homme. Où est le problème? Mais je ne suis pas cet homme. J'ai pas de problème avec ça. Donc, ce qui est important, peut-être, pour que des personnes puissent mieux m'écouter, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de partialité. Ça n'a pas de sens pour moi. Je me considère pas comme noir, antillais. D'ailleurs, des gens me disent, ils pensent que je suis malgache, je suis réunionnais, je suis ceci. Tout ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Et pour moi, c'est pas juste parce que je pense être une âme, une conscience. Je le vis. Je vis cette réalité. Et quand les gens viennent auprès de moi, c'est ça que je vois en eux. C'est cela. Maintenant, cette âme, elle est incarnée. On va pas faire comme si elle n'était pas incarnée. Donc, elle est incarnée, un corps d'homme, de femme, voilà. Et elle est née dans tel pays, etc. Voilà. Donc, il y a des situations. Et ce qui est important, c'est justement, c'est à partir de sujets comme cela, essayer de remonter à la source. C'est ça qui est intéressant. Alors quand on en parle, c'est pas pour culpabiliser telle personne, c'est pas pour prendre parti. Enfin, pour moi, il ne s'agit pas de cela du tout. C'est vraiment pas. Donc c'est bien d'en parler parce que effectivement, il y a une perte de vision. Et beaucoup de personnes ont réagi. De toute façon, tu as bien vu, il y en a qui ont dit ah ben, je me désabonne, je vous suis plus, Oui. etc. Ils sont partis dans des choses, alors qu'ils ne connaissent pas du tout ce que j'éprouve. Et notamment l'empathie que je peux avoir pour les gens qui souffrent, et notamment les policiers, les gendarmes. Rien à voir. J'ai aucune espèce de problème, ni envers l'institution policière, ni envers les policiers, ni envers. J'ai aucun problème avec cela. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qui m'empêche de parler. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'en parle. Et je ne crois pas que je suis dans la victimisation, toi, Brenda, qui me connais. Bon, je trouve même que tu abordes avec beaucoup de calme et de tempérance ces sujets-là. Et en fait, pour relater quelque chose que j'ai vécu personnellement, j'ai été éduquée dans un milieu où on n'a pas conscience de ce racisme ordinaire. Et moi-même, j'étais imprégnée de cela. Et c'est en te rencontrant, et c'est lors d'échanges avec toi que j'ai découvert ce que la colonisation avait fait. Je ne connaissais pas l'histoire de la colonisation. J'ai découvert le racisme et toutes les formes insidieuses qu'il prenait. Et j'ai pris conscience de ce qu'avaient vécu un certain nombre de minorités, à commencer par les Noirs, les Africains, les Afro-Américains. Et tout cela sans aucune... J'ai jamais senti de ta part de la haine, du ressentiment envers les Blancs. D'ailleurs, autour de toi, il y a des personnes de toutes les couleurs, de tous les horizons. Donc la question n'est pas là. Et c'est important de le souligner parce que une fois que ce cadre est posé, on peut vraiment parler des sujets. Et puis ces sujets-là, s'ils créent autant de réactions, il faut bien comprendre aussi, c'est comme le féminisme, c'est parce qu'au fond, il y a des vérités qui dérangent. Oui. J'ai envie de dire cela parce que quand tu parles, tu fais ressortir certains points qu'on veut peut-être pas admettre et qui dérangent. Et on le sait, la vérité dérange, elle a toujours dérangé. Et donc, dans la bouche d'un éveillé, inévitablement, il y a des propos qui vont faire réagir les uns ou les autres selon leur histoire. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cet échange, de pouvoir en parler. On n'en parle pas comme des chroniqueurs, des journalistes ou des intellectuels, mais là, d'avoir ce regard-là de quelqu'un d'éveillé, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça va permettre aussi de répondre aux personnes qui ont interagi par rapport à la dernière vidéo. Donc, si tu veux bien... Oui, j'aimerais te lire une réaction d'une personne au sujet de ce que ça soulève comme question. Alors c'est un message de Janine qui dit « Je suis d'accord avec vos propos, mais la police souffre beaucoup. Tous ne sont pas racistes, des policiers se suicident et d'autres quittent la profession car ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. » Donc il y a cette préoccupation aussi, puisqu'on sait bien que c'est un problème qui n'est pas que d'un seul côté. La violence est un cercle vicieux et en l'occurrence, cela engendre aussi des problèmes au niveau de la police. C'est là où ça pose problème. Parce que justement, on est dans la stigmatisation, dans la généralité. Oui. Et quand on dit qu'il y a un problème systémique, ça ne veut pas dire que tous, sans exception, sont concernés. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand au départ, on parlait de la pédophilie, notamment au niveau de l'Église catholique, etc.
pendant très longtemps, c'était considéré par les institutions comme un épiphénomène, quelque chose qui concernait quelqu'un, mais qui était pas du tout un problème systémique. Mais ça s'est révélé comme tel, dans des proportions quand même dingues. Pour autant, est-ce que ça veut dire que tous les prêtres sont des pédophiles? C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si on ne reconnaît pas, si on ne fait pas le distinguo en se disant, il y a quelques-uns, ça arrive, il y en a partout, et c'est un problème systémique, et d'un autre côté, ça concerne tout le monde, il faut faire la part des choses. Donc bien sûr que ça ne concerne pas tout le monde. Et je le sais depuis longtemps. J'ai combien d'amis qui est dans la police, gendarmes, quand j'avais des salles de fitness, venaient s'entraîner, j'en connais beaucoup, il n'y a pas de problème. Je connais des gens qui ne sont pas racistes et leur souffrance. C'est un métier qui est extrêmement difficile en fait. Oui. Quand on le fait bien de façon nette, et c'est le cas, pour ma part, je pense que je perçois de la majorité, Oui. c'est très difficile. Mais il n'en reste pas moins que ce problème, il existe. Des études l'ont révélé. Et d'ailleurs, puisque je te parlais de ça, j'ai aussi des amis qui sont antillais, etc., puisque je suis originaire de là-bas, donc j'ai de la famille. Et beaucoup, eux-mêmes, ont souffert du racisme au sein de la police. Il y en a plusieurs que je connais qui ont demandé leur mutation. Tu veux dire en étant policier? Bien sûr, en étant policier eux-mêmes. Donc ils savent ce que c'est. C'est des trucs que je connais dans ma propre famille, des amis. Donc, en fait, pour quelqu'un qui est d'origine maghrébine ou antillaise ou africaine, c'est même pas un sujet, en fait. Tout le monde sait. C'est non pas parce qu'il a entendu dire, mais parce qu'il a été confronté à cela, de façon plus ou moins conséquente, hein, au niveau de la discrimination et des violences policières. Ça peut être juste la discrimination, ce qui n'est pas évident non plus. Moi, je l'ai vécu X fois, ce côté-là. Pas de violence policière, enfin pas une violence en tout cas physique, Oui. mais sur notre niveau verbal ou d'autres choses, j'y ai été confronté. Mais c'est une telle banalité, c'est comme de dire aux femmes, si on voulait leur dire que le sexisme, c'est une invention, c'est parce qu'elles sont trop sensibles, voilà. Ou elles, elles réagissent comme ça, ou elles comprennent pas l'humour des hommes, voilà, ou peut-être qui appuient un peu trop les blagues, etc. Toutes les femmes savent, je veux dire, ce que c'est que à la fois la discrimination en tant que femme simplement, et puis le fait de subir des pressions, voire du harcèlement et du harcèlement sexuel. Enfin, je veux dire, c'est plutôt rare une femme en France qui aurait vécu jusqu'à 40-50 ans et qui n'aura jamais été confrontée à cela. Moi, j'en connais pas. Il paraît qu'il y a un viol toutes les 6 minutes en France. Voilà, on ne parle pas des agressions, enfin déclarées, hein, officielles. Donc, c'est pas une légende, c'est pas quelque chose, etc. Donc, pour le racisme, franchement, c'est... Et donc, je pense qu'on pourrait justement avancer là-dessus. Alors, quant à reconnaître la souffrance, bien sûr, mais est-ce que ça veut dire, parce qu'il souffre, ça justifie le fait qu'il y ait du racisme et des réactions comme ça? C'est là où il faut faire attention à cela. Il ne s'agit pas de prendre parti contre notre, c'est pas ça le débat, c'est pas ça le sujet. Et de dire que c'est un métier pénible, bien sûr. Moi, je considère en plus que c'est une institution indispensable. Je ne pense pas qu'on puisse vivre dans une société anarchique. Et ce n'est pas le cas. Donc, on a besoin de l'institution de la police, de la gendarmerie. Ils ont leur rôle et c'est important. Mais c'est justement parce qu'on a besoin d'eux et qu'il faut qu'il y ait cette confiance, qu'il faut d'abord considérer si ce problème, il est vrai ou pas. Et si malgré les études et les milliers de cas qui ont été dénoncés, on fait comme si que ça n'existait pas, ça amplifie le problème. Et c'est ça en fait. Ce qui fait qu'après, il y a ce phénomène de clivage, chacun part de son côté, ça va de plus en plus loin, ceux qui sont de plus en plus dans le déni, et ceux justement qui disent, bon ben voilà, au contraire, ils sont dans une réaction de plus en plus dure, parce qu'il est vrai que des policiers se font caillasser, c'est extrêmement difficile quand ils vont dans certains quartiers, les tirs de mortier, tout ça, mais
pourquoi en sommes-nous arrivés là? À un moment donné, il faut quand même se poser un peu la question. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'ailleurs, si tu permets aussi Oui. un commentaire de Daniel, justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur les quartiers. Votre vidéo est intéressante, mais que dire des quartiers qui se sont vidés et où une certaine population a pris le pouvoir et font leur trafic et qui sont remplis de seringues partout, qui traînent dans les rues, qu'on ne vous laisse pas rentrer dans votre immeuble parce qu'ils sont en train de faire leurs affaires, où la police, pompiers et médecins sont caillassés en arrivant dans un quartier, voilà, etc. Donc, il n'y a pas que la police. Alors, Daniel a écrit comment fait-on? À mon avis, il n'y a pas que la police en tort. Le problème devrait être réglé des deux côtés et on devrait apprendre à vivre ensemble dans le respect des uns et des autres, dans la paix de chaque population. Alors, Voilà. il y a plusieurs biais dans ce que cette personne dit. D'abord, si elle a dit une certaine population. Oui, où une certaine population a pris le pouvoir et Voilà, font leur une trafic. population a pris le pouvoir. C'est terrible quand on dit cela. Parce que si on doit regarder les faits, de quoi s'agit-il? Il s'agit de quartiers qui sont devenus des ghettos. Des ghettos, c'est quoi? C'est qu'on a parqué, regroupé une population, comme dit, enfin des groupes qui sont d'origine, alors maghrébine, africaine, etc. On les a tous regroupés. Ok, de plus en plus. Donc on a fait des ghettos. Et après, on va dire, il y a un repli identitaire. Bon, si tu regroupes les gens dans des lieux comme ça, forcément, ça va créer ce repli. Mais ça, on en parlera. Donc, mais maintenant, qui souffre de tous ces problèmes? C'est cette population. C'est pas une population de voyous. C'est au sein de cette population, Oui. il y a un certain nombre de personnes, de jeunes qui sont paumés et qui réagissent, etc. Il y a du trafic et tout, et qui souffrent de cette situation. Les gens qui habitent, c'est eux qui souffrent de cela. C'est eux qui n'en peuvent plus. C'est eux-mêmes. Ils ne sont pas heureux de voir des jeunes squatter leur immeuble, faire un trafic de drogue, etc. C'est eux-mêmes qui souffrent de cela. Donc c'est pas une population, c'est pas du tout ce qu'il s'agit. Et là encore, c'est vraiment de grandes erreurs parce que se rendent pas compte en fait que les premières victimes, eh ben justement, ce sont ces familles, ce sont toutes ces personnes qui vivent là-bas, parce qu'il y a une minorité qui justement agit de cette façon. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait le terreau du racisme et qui sert de justification aussi en prenant quelques individus et en le généralisant à toute une, entre guillemets, population, en l'occurrence une minorité ethnique ou bien certaines religions, certaines catégories de personnes. Et là, on est dans la généralisation et on est dans quelque chose qui devient un biais. Voilà, alors c'est une généralisation, c'est très important. C'est comme quand il y a eu les problèmes de tourisme, le côté djihadisme, etc. Mais ce que les gens oublient, on a stigmatisé les musulmans. Oui. Mais c'est les premiers à souffrir du fondamentalisme. C'est les premiers à souffrir. Dans tous les pays d'Afrique, etc. C'est eux qui sont tués, ceux qui souffrent, ceux qui perdent leur liberté, c'est des musulmans. La très très grande majorité des musulmans ne sont pas fondamentalistes. Surtout quand on sait que c'est une religion de paix et d'amour. Bien sûr. Donc c'est eux qui souffrent. C'est eux qui souffrent et on leur demande de se justifier et de dire qu'ils ne sont pas des terroristes, mais ils ne sont pas des fondamentalistes. De la même façon que tu as beaucoup de catholiques qui ne sont pas des extrémistes non plus, des fondamentalistes. Ils disent pas que si une femme elle est violée, elle est enceinte, elle doit absolument garder son enfant, etc. Ça concerne une minorité, cela. Donc c'est vraiment important de ne pas tout mélanger et de bien comprendre justement que dans ces quartiers, ceux qui souffrent, c'est justement cette population dont on parle, mais c'est pas toute cette population qui fonctionne de cette façon, c'est pas l'ensemble de criminels. Et ce que tu dis, cette généralisation, elle est très importante. Et elle vient d'où? Et c'est là que c'est important de se dire, mais d'où ça vient? Pourquoi on stigmatise? Pourquoi on généralise? À un moment donné, c'est important. Pourquoi il y a ce fonctionnement? Oui, c'est d'ailleurs aussi une réaction, un témoignage d'une personne qui s'appelle Émilie. Et on en vient aux racines en fait, de cela, de ce problème, qui dit « Je suis convaincue qu'on ne peut pas parler du racisme systémique en France sans parler de l'histoire ».
Là, Oui, je pense que ça fait partie des on en choses, des parlera. sujets que tu voulais Oui. évoquer. La France a un passé colonial très lourd, à la différence d'un pays comme le Japon. Ce passé a permis sa mixité culturelle, cependant, un problème demeure. Comment intégrer correctement ces populations? Les mettre ensemble, excentrés de tout? Non, on a créé des ghettos dans lesquels une minorité sème le bazar. C'est exactement ce que tu viens Oui. de décrire. Et la majorité, composée de petits prolétaires, tente de survivre, se battent, prient pour que leurs gamins ne tombent pas dans la délinquance. Et croyez-moi sur parole, rien n'est fait pour que ça change. Résultat, les gens tombent dans les biais cognitifs et assimilent automatiquement une couleur de peau, un nom, un prénom, un faciès à un danger, une problématique. Je ne les juge pas, je sais que c'est difficile de se remettre en question. Voilà, et ensuite la personne parle de la police. Mhm. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les racines de ce problème que l'on vit en France, parce qu'il y a d'autres pays aussi, il y a ce qui se passe aux États-Unis, mais là en l'occurrence on parle de la France, est-ce que c'est lié aussi au passé, c'est lié à notre histoire, à l'histoire du pays et au colonialisme? On pourrait se poser la question autrement, c'est de se dire, mais comment se pourrait-il qu'en si peu d'années, que la France ne soit pas atteinte par ce fléau du racisme, quand on a été la deuxième puissance coloniale du monde? C'est notre histoire, enfin. C'est l'histoire de la France. C'est juste étourdissant quand on voit la liste des pays que la France a colonisés. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de porter un jugement, on est en train de parler de faits. Mais c'est pas l'Algérie qui a colonisé la France, c'est pas le Maroc qui a colonisé la France, c'est pas le Togo, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Antilles, la Réunion. Tous ces pays ont été colonisés par nous. C'est une liste qui est impressionnante. Oui. C'est ainsi. Donc il y a des raisons économiques, il y a des raisons économiques, il y a d'autres raisons aussi sur le côté le côté missionnaire, s'est imposé le catholicisme, Oui. notamment. Hein, catholicisme, c'était quelque chose d'important. Et puis, il y a eu cette notion de race qui est apparue, parce qu'il a fallu quand même justifier le fait qu'on va exploiter les ressources et qu'on a besoin d'utiliser de la main-d'œuvre. Alors est apparue cette notion de race qui ne repose sur rien de scientifique. De point de vue scientifique, il n'y a pas de différentes races au niveau humain, ça n'existe pas. Mais il y a eu ce postulat à une époque qui a permis à certains de dire ben, il y a la race blanche, c'est la race supérieure, et puis il y a les autres, et notamment la race noire qui est vraiment en bas. Hein. Et puis, donc c'est normal. Pour eux, il faut qu'ils travaillent, ils sont ceci, c'est eux qui peuvent décider, etc. Donc on a tâché aussi de justifier un certain comportement. Depuis le XVIe siècle, Oui. la France est entrée dans ce phénomène de colonisation. Et la décolonisation est très récente. Elle date Des années 60? des années 60. Mhm. Et ensuite, il y a officiellement la fin de la colonisation, mais ça a perduré, la post-colonisation, placer des personnes à la tête de différents pays, mais maintenir, etc. Donc, c'est toute une histoire qu'il y a, et si on ne connaît pas cette histoire, on ne peut pas comprendre. Comme j'en parlais la dernière fois, le fait d'avoir créé aussi une police spécifique au sein de la police, un service pour s'occuper des personnes d'Afrique du Nord, etc. Donc, c'est très enraciné aussi dans cet inconscient collectif, aussi à la fois le noir qui est vraiment très dévalorisé. On le voit, hein, enfin, avant le cinéma, il n'y a que des rôles totalement secondaires, subalternes. L'imagerie aussi que l'on voit il n'y a pas si longtemps, des publicités comme il y a Bombanania, etc. Le noir, on le voit dans la jungle, ou si c'est une femme, elle est servante, etc. Donc, ce qui fait aussi que beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, ont ça ancré, c'est-à-dire que de voir des personnes comme ça dans des situations qui ne sont pas pour elles conformes. Et moi, j'ai vécu combien de fois dans des situations où on te demande, mais c'est qui le responsable, mais c'est quelque chose. Mais je veux dire, j'en parle de façon très sereine. Et je comprends les personnes comme ça, comme toi, tu as parlé de ton expérience. C'est notre environnement, c'est la culture. Quant au cinéma, on ne voit jamais de noirs tenir des rôles différents.
Et voire même aux États-Unis, c'est pire, parce qu'il y a beaucoup allez, cet imaginaire, on voit le noir qui est sinon un agresseur, un violeur, etc. Ça renforce cette idée-là. Donc, il n'y a rien d'étonnant qu'avec le passé colonial de la France, qu'on soit confronté à cette situation. Enfin, il n'y a strictement rien d'étonnant. Mais là, on pourrait avancer, c'est si on le reconnaissait et qu'on se dit, oui, il y a un problème systémique et on va le régler. C'est tout. Je crois qu'on aurait beaucoup moins de problèmes aussi dans les quartiers chez les jeunes, qui réagiraient autrement. Si il y en a pour certains qui n'étaient pas contrôlés 5-6 fois dans la journée et qui se faisaient insulter. Parce que ça, on ne le voit pas. Les gens ne voient pas ces choses-là. Ce que l'on voit, notamment dans les actualités, c'est que si la police rentre dans un quartier, ils sont caillassés, on tire au mortier, etc. Bien sûr, on voit ces images. Mais on ne voit pas les contrôles qui sont faits, les insultes, bien sûr, on ne voit pas tout cela. Et comme je le dis encore, si c'est le fait de quelques-uns, c'est pas pareil, mais ce n'est pas le cas. Et ça a été mis en évidence, hein, ça a été mis en évidence, on en a parlé dans cette vidéo, par des études, plusieurs, très sérieuses, qui ont montré notamment que si on est noir d'origine maghrébine, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler. C'est une réalité. Donc quand on est jeune et qu'on n'a rien fait, et qu'on est stigmatisé comme cela, forcément, on peut avoir des réactions qui ne sont pas évidentes. En plus, si on est ghettoisé, qu'on n'a pas de perspective, parce qu'il y a tout ça qu'il faut comprendre. Beaucoup, parce que j'ai voulu aussi comprendre, moi, j'ai pas vécu cela, tu vois, j'ai vécu en France, mais dans un autre, pas en banlieue comme cela, dans les banlieues sensibles, mais pour autant, je sais ce que c'est. Quand tu es d'origine antillaise, africaine, etc., quand tu veux chercher un appartement, je sais ce que c'est. Même si tu as toutes les pièces requises, tu as un salaire qui est largement suffisant pour payer ton loyer et tout le reste, et qu'il y a toujours un truc qui coince, c'est que tu sais pas quoi. Et qu'à un moment donné, tu finis par comprendre ce que c'est. Tu as vu récemment, on en a parlé avec quelqu'un de la Sangha, Marie qui nous disait que elle-même, elle a été victime de cela, qu'elle n'a pas pu avoir un appartement, et que la personne qui travaille au sein de l'agence lui a dit « Mais c'est parce que tu es réunionnaise ». Elle lui a dit. Mais ça, on le sait. Tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas d'ailleurs que dans la police. Ils se retrouvent dans beaucoup de... Ce qui est vraiment dommage et vraiment ridicule, c'est de le nier. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste. Et puis, comme tu le dis, tu vois, ce sont des préjugés qu'on a, des peurs. Moi, quand j'étais en France, tu vois, je vivais un peu régulièrement. Là, j'ai 1 an et demi, donc moi, la France, ça fait 60 ans, hein, donc je sais ce que c'est. Et j'ai voyagé dans tellement de pays. J'ai été confronté X fois à ce genre de situation. Je l'ai vécu énormément de fois. Mais quand tu es confronté à cela, et qu'à côté de cela, on te dit ça n'existe pas, comment tu peux... D'abord, ceux qui disent ça n'existe pas, ce sont des gens qui ne sont pas... qui font pas partie de ces minorités ethniques. Parce que sinon, ils ne le disent pas. Donc, vu de l'extérieur, c'est comme je disais, un homme qui va dire aux femmes, non, non, ce que tu dis, ça n'existe pas, mais tu en sais quoi? Donc, c'est pas des élucubrations, c'est pas non plus, et puis ça ne justifie pas non plus la victimisation. Alors là-dessus, il y a aussi des confusions, parce que certains disent, oui, ça devient une attitude de victimaire, etc. Quand j'entends ça, ce côté-là de reprocher une certaine victimisation, ça me fait penser à ce débat au sujet de la reconnaissance des torts commis par la colonisation. Quand j'entends des personnalités publiques dire « il y en a assez de la repentance », je me dis mais comment est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça quand on connaît le lourd passé historique de la France, la violence et la brutalité de la colonisation. Mais je découvre encore aujourd'hui des choses qui sont absolument effarantes, abominables, que la France a commises, et même il y a quelques décennies, c'est pas si vieux que ça, c'était au moment même de la décolonisation. Et il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est que nous-mêmes, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a été envahis par l'Allemagne. Et
on sait bien qu'avoir une nation étrangère qui vient sur notre sol, qui prend possession des administrations, de tous les bâtiments, de même mise sur les richesses, qui s'installe, qui veut gouverner, personne ne l'accepte. Tout le monde trouve ça inacceptable. Et donc les Français, un certain nombre sont entrés en résistance, se sont battus pour mettre fin à cette situation, au prix de leur vie. Et donc une fois en plus que l'on a soi-même vécu ça, qu'on ait du mal à comprendre et à admettre la souffrance qu'ont vécu ces peuples qui ont été colonisés et leur besoin de s'émanciper, c'est ça pour moi qui est un peu difficile à comprendre. On est dans une forme de déni. Dans un sens, on le comprend, mais dans un sens, on ne voit rien. Ça s'explique, en fait. Parce qu'il fallait au bout de ce truc-là. C'est parce que beaucoup sont persuadés qu'il y a des peuples qui sont faits pour être colonisés, pas d'autres. On revient sur le racisme. Oui, c'est le racisme. C'est-à-dire, tous ces pays d'Afrique, ou d'autres régions, c'est normal. Ils s'en sortent pas sans nous. Ils s'en sortent pas, ils ont besoin d'être... Il faut leur apporter la civilisation et tout. Mais pas nous. Alors, c'est ça, en fait, que ça vient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, effectivement, quand tu parles de la guerre, ben, les résistants qui résistaient au nazisme, à l'invasion, justement, ces personnes qui résistaient, on les appelle les résistants, c'était des héros. Mais ceux qui faisaient la même chose en Algérie face aux Français, c'était des terroristes. Ils faisaient la même chose. Mais derrière tout ça, ce que je voudrais dire, là-dedans, pour moi, il ne s'agit pas de créer un sentiment de culpabilité et de dire la France, etc. C'est pas ça le problème. Pour moi, de toute façon, c'est un problème humain. C'est que derrière tout cela, c'est la quête du pouvoir. Et après, on utilise n'importe quoi. L'esclavage a été fait de façon massive par certains peuples, certaines civilisations, mais ça s'est fait aussi en Afrique, des Noirs aussi ont fait l'esclavage. Donc, pour moi, c'est pas ça le problème. Mais il faut quand même reconnaître ce qui est. C'est juste cela, c'est dépassionner tout ça. C'est pas de la culpabilisation. Et il faut faire attention de ne pas tomber aussi dans la victimisation, je suis tout à fait d'accord, mais on ne peut pas empêcher les personnes d'exprimer une souffrance, de dénoncer aussi ce qu'elles subissent, parce que si elles le font, on dit arrête de te plaindre, tu es dans la victimisation. C'est là où il faut faire la part des choses. Et on n'en serait pas là aujourd'hui si justement on reconnaissait ce qui était révélé à travers beaucoup d'études et qu'on disait maintenant on s'attaque au problème, c'est tout. Et le reconnaître collectivement, ça ne veut pas dire être tenu pour responsable personnellement de tout ce qui se passe. C'est simplement reconnaître des faits et reconnaître le droit des victimes à être reconnues dans le préjudice qu'elles ont subi. Bien sûr. Et ce qui permettrait de franchir une étape et de passer à autre chose. L'idée, c'est pas que les jeunes aujourd'hui ou même des moins jeunes se sentent responsables de tout le passé colonial de la France. C'est pas ça le truc. Mais c'est quand même notre histoire, donc il faut connaître notre histoire. Comme les Allemands, la nouvelle génération, ne sont pas responsables nazis. Mais en même temps, méconnaître cela, c'est dangereux. Parce qu'on ne comprend pas comment, si on peut basculer là-dedans. Et puis surtout, on ne comprend pas pourquoi des gens réagissent comme ça aujourd'hui. Si on ne se penche pas sur l'histoire de la France, la colonisation, la post-colonisation, c'est tout ça. Toutes ces populations dont on parle, elles viennent d'où? Des pays qu'on a colonisés pendant des dizaines d'années, voire des siècles. C'est cela. Et donc, il faut quand même comprendre ce qui se produit aujourd'hui. Et c'est pas facile. Donc, il faut avancer. C'est ce que je dis, moi aussi, aux personnes qui sont victimes de ça, parce que je suis très attentif. Je supporte pas la victimisation. C'est pas quelque chose, et finalement, la discrimination, des attitudes comme ça m'a rendu, au contraire, ça a développé un certain nombre de choses en moi. Mais en plus, depuis 30 ans, comme j'ai dit, je vois ça avec tellement de distance. Tout ça vient de l'ignorance. C'est cela. Et même les gens qui réagissent avec violence et tout, s'ils comprenaient un tant soit peu, c'est pour ça que j'ai même pas de réaction hostile. Et alors, ce qu'il faut comprendre, puisqu'on parle aussi de ces violences policières, c'est que, et du racisme, mais il s'est passé un phénomène il n'y a pas très longtemps, avec notamment le phénomène des Gilets jaunes. Que s'est-il passé?
Là, c'est pas la population dont on parle, les Maghrébins, des Noirs qui sont venus rouspéter. C'est la population, comment on pourrait dire, qui est... Française. Ils sont français aussi, mais ils sont un peu colorés, ils sont d'origine. Ceux-là le sont moins. Français de souche. Français de souche, disons comme ça. Et donc, que s'est-il passé? Ils ont été confrontés à des violences policières sévères. Et là aussi, et donc parce que elle existe, il y a des méthodes aussi qui ont été développées qui sont plus que limites, très tendancieuses, et beaucoup en ont souffert. Donc il n'y a pas que les... Et là on s'est rendu compte que ça n'exerçait pas seulement auprès des minorités. Donc il y a quand même aussi un problème qui est là, qui s'est révélé. Mais par contre c'est terrible quand on voit, enfin pour moi, j'ai vécu vraiment quand j'ai vu des images comme... des gens qui protestaient, surtout des hommes politiques, et qui ont dit la police tue. C'est gravissime de dire une chose comme ça, en plus quand on est un homme politique. Et j'ai vu notamment lors de manifestations de Gilets jaunes afficher tout le monde déteste la police. Ce n'est pas des Noirs qui brandissaient ça, c'est pas eux. Donc, c'est extrêmement grave. Moi, quand je vois ça, c'est vraiment terrible. Parce que non, je déteste pas la police, je déteste aucun policier. Et c'est terrible quand en plus on a une responsabilité politique, parce qu'on ne fait que créer ce clivage. Et c'est pas bon. Alors voilà, mais tout ça, ça mène dans le fait aussi de ne pas reconnaître d'un côté, quand on voit les différents ministres, l'Intérieur, etc., qui à chaque fois disent il ne s'est rien passé, je soutiens conditionnellement, on a vu aussi beaucoup de gens, je soutiens la police, moi aussi je soutiens la police, quand elle ne commet pas d'exaction, mais je le fais avec discernement. Quand elle insulte un gamin qui n'a rien fait, quand un gamin se fait tabasser simplement parce qu'on voit qu'il est d'origine maghrébine, non, je ne soutiens pas la police dans ce genre de circonstances. De la même manière, je ne soutiens pas des jeunes qui vont coincer un policier, qui vont le tabasser, quel que soit ce qui s'est passé. Je ne le soutiens pas. Et si je suis présent dans cette situation, ben je vais intervenir. C'est comme ça. Donc C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça souligne quelque chose qui manque beaucoup dans ce débat qui est très clivant, c'est le discernement. Oui, bien sûr. De pouvoir faire preuve de discernement et de ne pas être dans une attitude partisane et polarisée, où je suis contre, où je suis pour, mais de pouvoir faire la part des choses et de voir le bon côté. Parce qu'évidemment, effectivement, la police fait un travail très important. D'ailleurs, je n'imagine pas comment on pourrait vivre sans la police, sinon on vivrait ce serait la jungle. On a absolument besoin de la police, elle nous protège, mais parfois, il arrive qu'elle commette des exactions, et là, à ce moment-là, c'est là que le débat intervient. Et ce n'est pas anecdotique, c'est pas tentant, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est comme j'en parlais dans le clergé, l'Église catholique. C'est pas de temps en temps, il y a un prêtre qui pète les plombs, c'est un système qui est mis en place. Et encore, on parle de la pédophilie. Si on doit parler un jour, on va parler de ce que subissent les religieuses, certains pays, mais c'est abominable. C'est abominable, et c'est pas quelques cas. Oui. C'est pas quelques cas, donc qu'est-ce qu'on fait? On se tait, on n'en parle pas, et c'est pas parce qu'on parle et que c'est un gros problème qu'on est en train d'accuser tout le monde. Donc bon, je pense qu'on a quand même avancé sur ce sujet, on a avancé sur la question, et se rendre compte aussi que le racisme concerne vraiment beaucoup de milieux, elle touche beaucoup de milieux, c'est souvent par ignorance, mais en attendant, ça existe, et il y a des gens qui souffrent de cela, il faut quand même le comprendre. Je crois qu'on a bien avancé effectivement sur cette question-là. Maintenant, une autre question se pose, et c'est d'ailleurs une question qu'a posée une personne en réponse en réaction à la vidéo précédente. C'est Cindy qui demande comment faire pour changer les choses, à part s'ouvrir soi-même à l'autre, quelle que soit son origine, son apparence, ses opinions, etc. Qu'est-il possible de faire concrètement à son niveau pour changer les choses? Elle écrit, Cindy, « J'ai participé à l'une ou l'autre manifestation pour dénoncer ces violences et ces discriminations policières, mais je trouve que ces manifestations entretiennent elles-mêmes cette violence stérile. Je pense qu'il pourrait être intéressant d'aborder ces sujets mercredi soir. » Oui, bien sûr. Je ne crois pas du tout. Comment faire concrètement? Ces manifestations, ce serait vraiment si elles étaient
euh, pacifiste, comme le faisait Martin Luther King et d'autres, mais ça ne sait pas ce qui se passe en France. Première chose, je crois qu'il faut dépassionner. Et puis il faut se parler, il faut comprendre l'autre. Oui. Il faut comprendre l'autre. Et puis, il faut faire attention au déni. Il y a un vrai danger. Ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des hommes politiques qui accusent sans discernement ou qui vont stigmatiser toute une institution en disant, comme là, la police tue, c'est très grave. Mais d'un autre côté, quand il y a des responsables politiques qui sont en train de dire non, non, il n'y a aucun problème de racisme au sein de la police, c'est quelques éléments, c'est aussi grave. Oui. Donc tant qu'on reste dans le déni, dans le mensonge, on ne peut pas y arriver. Donc il faut se parler, il faut communiquer et il faut comprendre la souffrance de l'autre. Si on ne fait pas ça, ça ne marchera jamais. Mais il ne faut pas nier non plus son histoire, son passé, sans pour autant porter toute cette culpabilité. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais ça existe. Et ensuite, on comprend que tout cela nous construit. Aussi, j'ai vécu, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai vécu en France. Je ne vivais pas dans un quartier euh, où il y avait une diversité, en réalité. Pas du tout. On était les seuls noirs dans le quartier à cette époque. Et donc, j'avais pas de contact avec notamment des Maghrébins et tout ça. Et le peu que je voyais, c'est des histoires un peu louches ou à la télé, etc. Donc, j'avais aussi un a priori. Puis un jour, je suis allé au Maroc. J'ai découvert les gens chez eux, mais ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. J'ai vu un peu super l'hospitalité, enfin, c'est extraordinaire. Et puis ça n'a rien à voir. Par contre, chez eux aussi, il y a de la délinquance et ceci, mais c'est pas les Marocains qui sont comme ça. C'est pas les Maghrébins, ni les Arabes en général. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de stéréotypes et Oui. beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc c'est important de s'ouvrir, de sortir de ce côté de conditionnement, et c'est pas facile, mais il faut se rencontrer, il faut communiquer. Et c'est vrai qu'à une époque, il y avait une police de quartier, je trouve que c'était bien, ça a été enlevé, mais il faudrait recréer du lien, se comprendre. Et c'est important. Et puis pour les responsables, ne pas accepter, ne pas cacher les choses. Quand je parlais des prêtres, c'est la même chose au Vatican. Si on couvre cela, si on fait en sorte de ne pas réagir et on laisse ce problème, il ne fait que se développer. Et comment peuvent vivre les victimes? Comment elles peuvent vivre? Puisqu'elles vont dénoncer quelque chose et les gens qui ont commis ces crimes, eh ben, on ne leur dit rien, ils sont même couverts Oui. par l'institution. Comment est-ce que ça peut marcher? Et on voit bien qu'il y a plein de scandales qui sortent aujourd'hui parce que ça a été filmé par des personnes indépendantes. Si on ne fait pas preuve d'honnêteté, ça ne marchera jamais. Il faut faire preuve d'honnêteté. Il faut regarder l'histoire comme elle est, tout simplement, tranquille. Petite donc là-dessus, puisqu'on parlait du racisme qui se trouve pas seulement au sein de la police. Quand je m'occupais de ce magazine Muscle Fitness, la version française, j'ai découvert beaucoup. C'était l'occasion de voyager dans pas mal de pays d'Europe, les États-Unis, etc. Et puis, un jour, quand j'ai souhaité poursuivre cette aventure, ça marchait bien, mais j'avais envie d'explorer autre chose et je pensais à un magazine qui pourrait être utile, quelque chose. Et là, je me suis intéressé ça s'est passé ainsi, à femmes antillaises, africaines, etc. Je me suis rendu compte qu'en France, elle était sous-représentée. Et sous-représentée, c'est peut-être même encore beaucoup de dire ça. Elle n'était pas représentée, elle était complètement absente. Je parle dans les magazines, dans tout cela. Donc, les femmes qui voulaient des conseils de beauté, de ceci, de mode, ou même au niveau culturel, n'avaient pas de magazine. Il existait un vieux magazine depuis longtemps, plutôt destiné à femmes africaines, à Mina, qui est vraiment très très vieux. Et je me suis dit, ça serait quand même intéressant que, enfin, ça serait utile dans le sens. Et donc je me suis lancé dans cette aventure de ce magazine. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Afrique, que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai fait cette démarche, tu le sais, quelque temps après, j'ai été contacté par Paco Rabanne.
Et Paco Rabanne, en fait, avait entendu parler de moi parce qu'il s'intéresse aussi au sport, etc. Il savait que je dirigeais ce magazine Époque Muscle Fitness. Et puis, quand il a entendu parler que je créais ce magazine Luna et tout, il a trouvé ça super et voilà. Et comme ça, on a pris contact. Voilà, au départ, j'étais pas très partisan parce que j'entendais parler de lui, qui était très intéressé par la communauté noire. Et bon, des fois, je me méfie un peu des gens qui sont un peu dans cette démarche. Bref. Et puis, ça s'est fait et j'ai rencontré un homme vraiment d'exception, Oui. vraiment de valeur et de tout ça, vraiment. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que il m'a raconté, lui qui m'a raconté directement, parce qu'après, on a créé vraiment une relation vraiment amicale. Et il m'a dit, tu sais, ça a été très compliqué pour que moi, il y a eu deux choses qui ont été très difficiles dans la mode. J'ai cassé les stéréotypes parce que j'ai habillé les femmes différemment avec le Oui. côté, le plastique et le fer, Oui. etc. Tout ça, c'était vraiment... Mais il me dit, le pire, ça n'a pas été ça. Le pire, c'est quand j'ai voulu faire défiler des mannequins noirs. Et ça, c'était la déferlante. Hmm. Et lui qui m'a expliqué ça. Et il m'a dit, c'est tout simple. J'ai rencontré, j'ai vu, en plus, Paris, c'est une ville cosmopolite, et j'ai vu des mannequins, des femmes originaires d'Afrique, voilà, dans certains endroits, j'oublie, ça va en venir, en fait, c'est cette ethnie où tu vois, femmes qui sont très fines, très grandes, Les peuls? notamment des peuls, etc. Et en fait, il a voulu, voilà, parce que pour lui, il voit la beauté partout, même chez les Noirs, les Asiatiques, etc. Et donc, que s'est-il passé? Eh ben, il m'a dit, il était blacklisté aux États-Unis, on diffusait rien dans la presse, dans tous les magazines, il s'est fait insulter par les journalistes, et on a dit, de toute façon, on va mettre aucun, il y avait aucun reportage n'était diffusé dans la presse. Et en France, quand il l'a fait défiler, il m'a dit qu'il a eu la visite de Yves Saint-Laurent, qui est venu le voir directement et qui lui a craché à la figure. J'ai dit au sens propre, figure. Il m'a dit non, au sens propre. Et il m'a insulté en me disant que c'était une honte ce que je faisais, que de faire défiler des négresses, etc. Dans les années 80, c'était ça? Oui, ça À devait peu être près, ça à peu près, ouais, c'est 80-90. ça. Et donc, c'est lui qui me l'a raconté, et donc, qui est pas Corabac, non. Et donc, pour dire à quel point aussi des personnes qui sont pas d'origine africaine, antillaise, etc., ont été aussi vilipendées, certains ont reçu des menaces, etc., pour faire cette démarche. Donc, et pour autant, il a accepté d'être mis au banc parce que ça lui a valu de ne pas avoir le dé d'or, etc. pendant des années. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière, et évidemment les choses avaient changé depuis, notamment les mannequins noirs qui pouvaient défiler, et même Yves Saint-Laurent d'ailleurs a pris des mannequins comme ça, et après évidemment c'est devenu normal. Mais avant que ça devienne normal, on était très loin de cela. Tout ça pour dire que c'est notre histoire Hmm. et elle est contemporaine, quoi. Donc c'est pas quelque chose d'étonnant et c'est bien de pouvoir en parler de façon Oui. dépassionnée et de comprendre un petit peu pourquoi, d'où ça vient et comment lutter contre ça. Donc la première chose, c'est d'en parler, de ne pas être dans le déni, ça c'est très important, de se parler, de communiquer. Ça, c'est bien. Et ne pas tomber dans la victimisation, et d'un autre côté, ne pas Non. dénier à l'autre la possibilité de s'exprimer. Et de Et reconnaître ce qui s'est passé. bien entendu, Hmm. c'est essentiel quand on a vécu ce genre de choses. Et comme je dis sur la victimisation, je suis très attentif à ce côté-là, parce que je sais ce que c'est, hein. Il y a beaucoup de gens, je l'ai connu en Afrique notamment, quand j'ai fait des missions au Gabon. Et des fois, je voyais, il y a des personnes qui se plaignaient. Notamment, je me rappelle une entreprise dans laquelle j'intervenais, où voilà, je faisais du conseil auprès du responsable et des managers. Et j'ai une personne qui se plaignait en disant, oui, c'est pas normal, on fait venir un ingénieur ou responsable, directeur en France, alors que nous, on est là, il parlait de lui, etc.
J'ai dit, mais tu sais, s'ils payent 3 fois plus cher pour faire venir quelqu'un là-bas, c'est pas pour rien. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est juste parce que t'es pas sérieux. Je lui ai dit, non, mais j'ai expliqué. J'ai dit, ok, j'ai dit, écoute, moi, je travaille avec toi depuis un moment, je te donne rendez-vous, tu dis, oui, j'arrive, 2 jours après, tu viens, etc., etc. Enfin, il y a des tas de problèmes comme cela. Et puis, d'un autre côté, euh, tu veux placer ton cousin, ta cousine, je veux placer les gens de ton ethnie, et puis ceci. Donc il y a une réalité aussi, tu vois, qui fait que des fois ça n'a rien à voir avec le racisme, donc faut pas tout mélanger. Et moi je sais bien ce que c'est. C'est comme les gens qui sont pauvres, et alors oui, tu es pauvre, mais ceci dit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des responsabilités, puis tu n'as pas des choses à faire pour t'en sortir. Et c'est pas dans la victimisation que tu vas y arriver. Donc, ce côté-là, je sais bien ce qui en est. Mais voilà, il faut pas empêcher les gens, leur enlever le droit de pouvoir exprimer leur souffrance, et notamment quand ils sont victimes d'abus et que ce n'est pas fini, et qu'ils souffrent de cela. C'est ça qui est important. Oui, d'autant que reconnaître les faits, ça peut permettre de guérir ces traumatismes et aussi d'aller de l'avant et de prévenir, d'empêcher que cela se reproduise et de Bien sortir entendu. d'une situation qui a l'air d'une impasse mais qui n'en est pas une. Et si on fait preuve de discernement, ça semble être le maître mot dans ton approche, faire preuve de discernement vraiment pour chaque situation. Et reconnaître n'est pas se culpabiliser. Dire qu'il y a des violences commises par la police et à caractère raciste et de façon systémique ne veut pas dire que tous les Bien sûr. policiers sont racistes et commettent des exactions. Donc à chaque fois, il y a vraiment ce discernement et je pense Oui, que c'est important de le oui, souligner, de le rappeler parce que ça permet déjà de dépassionner le débat, de oui, l'aborder plus calmement, plus posément bien sûr. et je pense que ça va être aussi intéressant, ça va être Oui, peut-être une source de réflexion, de bien méditation sûr. pour bon nombre de personnes qui regardent Voilà. cette vidéo. Et puis ça ne justifie pas le fait d'infliger aussi des souffrances à l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que non plus, si tu as commis des exactions, ben, il y a une justice. Mais il faut que la justice, elle marche. C'est ça le problème. Si la justice, elle fonctionne pas, ben, les gens vont se faire justice. Donc, il faut être clair là-dessus. Moi, je me bats pour la justice. Pour quelque chose qui soit clair, c'est ça qui est important. Et c'est pas une histoire de parti pris, mais faut reconnaître les choses, dépassionner tout ça, mais en même temps aussi, si on a commis des erreurs, bah, faut pouvoir le reconnaître. Mm. C'est cela, c'est aussi simple que ça. Donc, ça demande une démarche, oui, profonde, de se remettre en cause soi-même, se dire, et puis vouloir comprendre l'autre. Il faut être à l'écoute de l'autre, de sa souffrance, de ce qui en est. Mais tu sais, il y a une des choses qui m'a particulièrement étonné, ce que les gens ne doivent pas savoir, parce que la plupart des gens ne connaissent pas, n'ont pas forcément voyagé autant et ne connaissent pas forcément ces populations. C'est que, malgré toute cette liste impressionnante, hein, que j'ai dit, de pays qui ont été colonisés par la France, mais moi je ne connais pas de population, je vais dans ces endroits où les gens ont développé une haine de la France et des Français, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et ce qu'on peut voir en ce moment, notamment sur certains pays d'Afrique, ou Oui. ce qu'on peut voir au Niger, on a vu au Mali, où on voit des personnes qui brandissent des pancartes anti-françaises, etc. Mais c'est de l'instrumentalisation. Il y a des personnes qui sont des putschistes, etc., qui prennent le pouvoir et qui veulent justifier notamment cette prise de pouvoir, surtout actuellement, avec les médias, etc., voilà, en disant que le président au pouvoir a commis des exactions, etc. Et puis, euh, pour faire en sorte que justement cette puissance ne bouge pas trop, on va au contraire voilà, créer un sentiment notamment anti-français, mobiliser un certain nombre de personnes, et après ça devient extrêmement difficile pour un pays, comme les États-Unis, d'intervenir pour Oui, essayer de oui. rétablir Et le président en place. il n'y a pas que les putschistes qui ont cet intérêt-là, il y a aussi derrière cela des puissances étrangères, Aussi, la Chine et la Russie pour ne oui, pas les oui, citer, voilà. qui sont à la manœuvre, Oui, qui ont tout intérêt, qui bénéficient de ce sentiment anti-français oui. pour eux se positionner. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, moi qui voyagé dans beaucoup de ces pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon, etc., Guinée, Mali,
j'ai Il jamais n'y a pas de rencontré de ressentiment. sentiment, mais pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas ce côté sentiment Raison de plus français. pour se réconcilier alors. Ah, mais c'est ça en fait, ce problème il existe plus ici par rapport à une certaine, voilà, une Oui. certaine population qui est stigmatisée, etc. etc. Donc il y a tout ce côté-là. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment aller faire de la rencontre, écouter Oui, l'autre, se côtoyer, parce que beaucoup de personnes voient ça à travers des écrans, ils oui. rencontrent pas les personnes, ils les connaissent pas. Et puis si on se rencontre mais avec des a priori, on va pas se rencontrer. Si on a des préjugés, des a priori, ça ne fera au contraire que conforter nos préjugés. Donc il faut mettre tout ça de côté, c'est comme dans le chemin spirituel. Si tu veux avancer sur ce chemin, mets de côté toutes tes croyances, tes certitudes. Tout ça, faut que tu le mettes de côté. Et quand tu vas avancer, tu vas découvrir autre chose. Ben, c'est pareil dans ce contexte. Si tu sais mettre tes préjugés, tout ça de côté, alors tu vas découvrir l'autre et il est à l'opposé de ce que tu imagines. C'est cela en fait. C'est complètement différent. De part et d'autre, Mm. c'est pareil. Parce que on sait, je sais ce que c'est. On le voit bien, nous, dans le côté humanitaire. On sait, ils savent être généreux, ils savent faire cette démarche, il y a ce côté-là. Et puis, quand on a une relation vraiment vers... Il disparaît enfin. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est ancré, qui est comme ça. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Oui. Tu vois bien, toi, ta propre histoire et l'histoire de tellement de personnes. C'est l'ignorance, c'est tout. Il n'y a pas de problème à cela. Il arrive un moment où on finit par oublier les couleurs de peau et tout ce qui nous sépare pour aller à l'essentiel, à ce qui nous unit, à cette dimension spirituelle, à cette dimension du cœur et de la conscience qui est présente chez chacun. Et puis, c'est une diversité. Moi, je la vois comme une richesse. Je la vois comme une richesse. Mm. C'est une richesse, cette diversité. Il ne faut pas l'effacer. Mais elle n'est pas source de problème. Pourquoi elle serait source de problème? Elle n'est pas. Et c'est ça aussi qui est vraiment terrible. C'est qu'il y a eu aussi dans cette approche de la colonisation une démarche qui consistait à effacer. Tu vois, dans la politique aussi, la France, la colonisation, c'est l'assimilation. Et ça a eu des dégâts énormes jusqu'alors, de vouloir effacer la culture de l'autre. Alors après, on va dire qu'il y a des réactions, réflexes identitaires. Mais non, mais l'autre a juste besoin d'exister, de se dire d'où je viens, je suis, etc. Parce qu'un jour, il se regarde dans le miroir et il se dit, mais je suis pas blanc. Mm. C'est cela. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, ne comprennent pas. Peut-être juste pour finir là-dessus, je voudrais dire quelque chose. C'est une anecdote qui est vraiment très importante. Quand je parlais de ce magazine Luna, je voudrais en parler. C'est très important. Moi, je ne connaissais pas du tout, tout cela. J'ai découvert des tas de pays en Afrique. Et puis, il s'est passé quelque chose qui était vraiment très compliqué pour moi à cette époque. C'est qu'un magazine, c'est difficile parce qu'on le vend à la fois aux annonceurs, il nous faut des annonceurs et il faut des lecteurs. Et parfois, c'est pas toujours compatible, c'est compliqué, hein. Et puis en plus, comme il était vendu dans différents pays, en France aussi, c'était pas simple. Mais l'aspect qui a été pour moi le plus problématique, d'un point de vue moral, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que 80% de nos annonceurs étaient dans le côté cosmétique, etc. Et 70% des publicités qui nous étaient proposées, c'était des produits pour blanchir la peau. Et ça, c'était vraiment quelque chose de dingue. Je ne savais pas cela au départ. Et c'est comme ça que j'ai découvert en Afrique aussi ces séquelles de la colonisation, c'est-à-dire cet impact qui fait que beaucoup de personnes, face à cette colonisation, refusaient en fait leur identité et que le noir pour eux était synonyme de mauvais, etc. Et donc étaient dans cette démarche de vouloir se blanchir vraiment la peau et pas au sens figuré, c'était au sens propre et utilisaient des produits jusqu'à ce point-là. Et ça, c'était vraiment quelque chose pour moi de terrible, cette découverte. Donc tout ça, la plupart des gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Et moi-même, à l'époque, je ne savais pas. Je l'ai découvert et je me suis rendu compte de l'ampleur de ce problème. Et c'est comme ça qu'on finit par découvrir l'impact notamment de la colonisation et tout cela. Voilà. Donc je pense qu'on a pu aborder pas mal d'aspects, que ça va aider peut-être les gens à mieux comprendre
cette problématique pour pouvoir l'aborder de façon plus sereine et pour aider aussi à régler cela, c'est-à-dire d'en parler de façon dépassionnée, mais de l'aborder vraiment, de regarder les choses et puis tâcher de comprendre l'autre. C'est cela, sans se culpabiliser, mais aussi, voilà, ne pas cacher les problèmes, ne pas les ignorer. Et quand on fait ainsi, ça va beaucoup mieux. Je crois qu'en tout cas, ça va apporter de l'éclairage et sans doute plus de sérénité pour aborder cette question. Merci beaucoup, Swami, pour Oui, tout ce que tu as partagé et tous ces éclaircissements. avec plaisir. Namasté. 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 Namasté.